Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Manon Aubry. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir, tête de liste de la France Insoumise aux élections européennes. Juste avant, on avait un plateau, vous avez vu, avec le journaliste du Monde, on parlait de TikTok, qui pourrait être banni du sol américain début 2025. Joe Biden qui a voté, qui a promulgué cette loi qui donne entre 9 mois et 12 mois, peut-être possiblement il y aura des recours, pour que ByteDance, et donc, qui est maison mère de TikTok, soit vendu à un acteur américain. Vous en pensez quoi? Et dans le cas des élections européennes, que fait l'Europe aussi? Il y a évidemment plein de questions qui sont Oui. posées. La question de l'utilisation des données personnelles, la question de l'addiction aux réseaux sociaux, la question aussi… Espionnage, pour les Américains, c'est espionnage, espionnage des données personnelles américaines et l'histoire effectivement de la génération Z qui est accro. Et donc il y a une question de cohérence qui est posée parce que quand il s'agit d'entreprises qui sont dirigées par Meta, donc notamment Facebook, c'est moins un problème. Et en Chine, c'est pareil. En Chine, les Chinois ont interdit WhatsApp, Instagram sur le sol américain. Alors, sur le sol chinois, pardon. Oui, et je veux dire, la Chine, c'est le degré 1000 du contrôle des réseaux sociaux. Personnellement, je ne pense pas qu'on doive prendre cette direction. Je pense que tous ceux qui nous regardent et nous écoutent utilisent WhatsApp au quotidien. C'est un outil. La question, c'est plutôt que d'interdire comment on protège suffisamment les données, d'une part, et d'autre part, comment on protège de l'addiction des plus jeunes. Est-ce que l'Europe doit faire comme les États-Unis, chercher à bannir TikTok? Non, je pense que c'est prendre le problème à l'envers. Il y a un problème de protection des données, donc on bannit. Alors que le meilleur moyen de résoudre ce problème, c'est précisément de protéger l'utilisation des données. Et donc, on doit être plus ferme en la matière. Un certain nombre de mesures ont déjà été prises. Elles sont c'est que les serveurs sont sur le sol américain. Vous avez tout à fait raison. Et donc, ça fait partie… C'est un bon exemple. J'allais y venir justement. Quand on pose la question de la souveraineté industrielle sur le numérique, il faut commencer par avoir des serveurs sur le sol européen. Et ce n'est absolument pas le cas. Donc, non, il faut pas interdire. Donc, non, votre point de vue, c'est non, il ne faut pas interdire TikTok. Mais il faut davantage réguler et contrôler, à la fois pour protéger notre souveraineté industrielle, donc ça veut dire relocaliser des serveurs dans l'Union européenne, protéger l'utilisation des données et mettre de la prévention en place pour éviter l'addiction. Alors, autre sujet, beaucoup de sujets évidemment à voir ensemble. C'est intéressant, c'est hier, c'est l'OCDE qui nous a rappelé que la France était championne des charges patronales les plus lourdes du monde. On se dit quand même, ou pas, que c'est handicapant pour nos entreprises françaises, notamment face à des voisins européens. Il y a une compétition aussi entre les pays, entre les entreprises. On se dit quoi quand on lit ça? Si vous me permettez, je pense que là, on compare des poires et des patates. Parce qu'en pratique… Qui est la poire, qui est la patate? Peu importe, mais on compare deux choses qui ne sont pas comparables. Parce que sont des cotisations patronales? C'est en fait du salaire socialisé, économiquement parlant. Et si on regarde de près, y compris ce même rapport de l'OCDE, quand on ajoute les cotisations salariales, mais aussi patronales, et à la fin l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire combien vous gagnez en super net à la fin, eh ben, la France a un niveau plus faible, qui coûte moins cher, dit autrement, que des pays comme l'Allemagne, l'Autriche ou la Belgique. Donc, en réalité, il faut comparer des choses qui sont comparables à prestations sociales équivalentes. Parce que si vous ne payez pas des cotisations patronales qui participent, par exemple, au système de sécurité sociale, alors les entreprises, pour offrir le même niveau de protection et de garantie pour les salariés, vont devoir payer, par exemple, des assurances privées. C'est le cas aux États-Unis. Ouais. Et donc, c'est là où je vous dis qu'on compare des choses qui ne sont pas comparables. Moi, personnellement, je suis attachée à un système de protection sociale socialisé. Ça veut dire qu'on met en commun des cotisations et c'est le meilleur système assurantiel qui permet de garantir, vous, moi, on cotise tous les deux à l'assurance chômage, à l'assurance retraite et évidemment à la sécurité sociale. Mais ça ne veut pas dire qu'on va tomber au chômage dès demain, qu'on va être malade dès demain. Et c'est ce système de mise en commun qui est le meilleur moyen de protéger d'une part les salariés, mais aussi les entreprises. Les entreprises n'ont rien à gagner à avoir des salariés qui sont malades du jour au lendemain, qui ont un mauvais système de protection sociale. Sur le moyen et le long terme, elles seront perdantes. Ouais. Après, pour un chef d'entreprise, j'imagine TPE, patron de TPE ou de PME qui nous regarde, qui a envie d'augmenter le salaire d'un de ses salariés de 100 euros par mois. Si on sait combien ça lui coûte, je vous pose pour le coup la question, c'est combien ça lui coûte un chef d'entreprise qui veut augmenter de 100 euros par mois? Entre le double et le triple en fonction… 483 euros de plus. Est-ce qu'on peut comprendre que pour un patron, pas une multinationale,
mais pour un patron de TPE, un commerçant, un artisan, c'est difficile d'augmenter même de 100 € un salarié quand ça coûte quasiment 5 fois plus. Deux choses là-dessus. Ça dépend en fait de quel niveau de salaire vous partez. Là, probablement dans votre exemple, voilà, vous partez du SMIC, puisqu'il y a eu énormément d'exonération de cotisations sur le SMIC, mais qui crée une forme de trappe à pauvreté pour passer au seuil du dessus. Il y a un seuil qui est immense. Et c'est pour ça que nous, dans les propositions que l'on porte, c'est de lisser en quelque sorte les exonérations et d'en mesurer l'impact, dans quel objectif et comment on fait en sorte de, à la fin, pas créer l'inverse de ce qu'on voudrait produire, c'est-à-dire maintenir tous les salariés au niveau du SMIC. Et la deuxième chose, vous savez, qui, à mon sens, une des véritables problématiques pour les PME, moi j'en ai rencontré beaucoup, notamment je pense à des PME du type des boulangers. Une des premières contraintes qui pèsent sur leurs épaules, c'est le coût de l'énergie. Et le coût de l'énergie, qui a sensiblement augmenté, plus 45% en 2 ans, qui n'est pas le fruit du hasard, qui est le fruit d'un marché européen de l'énergie. Le prix de l'hydroélectricité a beaucoup baissé, comme le gaz. Exactement. Donc c'est tout le paradoxe. Pourquoi ça ne se répercute pas sur les... Eh bien, c'est le dysfonctionnement du marché de l'énergie. C'est assez intéressant si vous prenez le dernier rapport de la Cour des comptes sur le sujet. Il pointe très clairement qu'il y a eu une explosion des super profits des entreprises énergétiques. On est environ à 30 milliards d'euros de super profits en France. Le gouvernement veut les taxer. Non, le gouvernement a mis en place la toute petite taxation qui existe au niveau européen, qui a rapporté grosso modo entre 300 et 400 millions d'euros. Donc sur 30 milliards d'euros de super profit, permettez-moi de vous le dire, c'est que dalle. Oui, 30 milliards en France. Là, je parle juste des entreprises énergéticiennes françaises. Donc, une des premières contraintes qui pèsent sur les épaules des PME et des entreprises de manière générale, c'est le coût de l'énergie, et singulièrement pour les entreprises qui sont au-dessus de 10 salariés, puisqu'elles n'ont plus la dérogation pour maintenir le tarif réglementé de l'électricité. Nous, ce qu'on propose, c'est le maintien des tarifs réglementés de l'électricité pour l'ensemble des entreprises, d'une part, mais aussi pour les ménages, parce qu'à terme, en 2026, la révision du marché de l'énergie va mettre un terme au tarif réglementé de l'électricité. Quel coût pour les finances publiques de maintenir ce tarif-là? C'est tout à fait faisable parce qu'aujourd'hui, vous l'avez indiqué, le coût de production est plutôt en baisse de l'énergie. Et de nouveau, ce rapport de la Cour des comptes pointe le hiatus immense entre d'un côté le coût de production et de l'autre côté le prix de vente. Parce que le prix de vente est indexé sur le prix de la dernière énergie produite qui, elle, coûte cher, qui est notamment le gaz. Et c'est un système complètement ubuesque au niveau européen qui ne fonctionne pas. Je pense qu'on en aurait dû collectivement tirer les leçons. Malheureusement, la réforme du marché de l'énergie qui a été votée cela quelques semaines au Parlement européen continue dans cette direction, et pire encore, je vous dis, va se traduire par la fin des tarifs réglementés en France, ce qui, je pense pour ma part, est une folie. Je pense que nous devons maintenir des tarifs réglementés d'électricité, ce qui assure par ailleurs pour des entreprises de la prévisibilité. Ce que les entreprises ont besoin pour faire leur business model à 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est de savoir combien va leur coûter l'électricité plutôt que faire face à une explosion. Il n'y a pas un coût pour la collectivité? Je vous le dis, non, c'est tout à fait finançable compte tenu aujourd'hui à la fois du coût de production et du prix de vente, où il y a un écart qui est immense. Manon Aubry, je voulais vous faire réagir à cette initiative de Michelin, c'était dans l'actualité, qui a annoncé un salaire décent pour ses 132 000 salariés, à la fois en France et dans le monde. En moyenne, ça correspondra à de 1,5 à 3 fois le salaire minimum du pays. Voilà, vous applaudissez. Il y a aussi d'ailleurs une couverture, une protection sociale universelle qui est proposée. Vous applaudissez ça? C'est évidemment une bonne chose quand on peut garantir davantage de droits aux salariés. Mais je sais aussi, d'une part, que le meilleur référentiel pour le salaire, en fait, ça dépend du salaire minimum dans les différents pays. Puisqu'il y a des pays, je pense notamment à des États très pauvres. Moi, j'ai travaillé plusieurs années, par exemple, en République démocratique du Congo. Vous n'avez pas vraiment de salaire minimum en République démocratique du Congo. Donc, ça dépend évidemment de quel État on parle. Mais moi, ce que je pense qu'il faut faire, c'est qu'il faut un cadre régulateur. Qu'il ne faut pas attendre le bon vouloir des entreprises. Tant mieux si des entreprises prennent des initiatives. Ça relance le débat en France sur les rémunérations avec ces 17% des Français salariés du privé qui sont au SMIC. Oui, vous avez tout à fait raison, et qui relance aussi le débat sur les écarts de rémunération qui sont colossaux. Et je pense notamment salaire astronomique de Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, qui gagne 100 000 € par jour, plus de 37 millions d'euros par an. C'est 1700 fois le SMIC. Pense-t-on vraiment... Ce sont les standards américains pour un groupe. Pense-t-on vraiment, au-delà du génie que peut avoir M. Tavares, qui est tout à fait discutable par ailleurs, mais... Pense-t-on vraiment qu'il mérite 1700 fois plus qu'un salarié au SMIC qui lui aussi participe au fonctionnement de l'entreprise, participe aux résultats de l'entreprise? Donc nous faisons une proposition très simple
qui est celle d'écart de salaire maximum de 1 à 20 entre le plus petit et le plus haut salaire. Si les PDG veulent s'augmenter, pas de problème qu'ils augmentent les plus bas salaires pour pouvoir limiter les écarts de 1 à 20. Si vous avez même un salarié au SMIC, vous serez à la fin à plus de 30 000 euros par mois. Croyez-moi, avec plus de 30 000 euros par mois, je pense que l'on vit très très bien dans notre pays. Autre sujet, le gouvernement qui envisage, selon une info du Figaro, c'est pas confirmé, de taxer les rachats d'actions dès cette année, ce qui pourrait rapporter plusieurs centaines de millions d'euros au budget de l'État. Vous dites quoi? Vous dites banco. La mesure figurait, je donne quelques éléments, dans le prochain projet de loi de finances pour 2025, avec un côté rétroactif. Bon, on peut toujours discuter du côté rétroactif. Donc les rachats d'actions de 2024 seraient évidemment soumis à taxation. Il y a un vrai sujet sur les rachats d'actions. Vous applaudissez là. J'y arrive. Moi, j'ai travaillé plusieurs années pour l'ONG Oxfam et je documentais l'évolution du versement de dividendes aux entreprises, notamment aux entreprises du CAC 40. Et la part des rachats d'actions dans le volume total de dividendes n'a cessé de croître. On est aujourd'hui à plus de 30 milliards d'euros sur une centaine de milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires du CAC 40. Maintenant, permettez-moi de vous dire qu'il y a une hypocrisie totale dans la stratégie du gouvernement à plusieurs écarts. D'abord, on voit qu'il y a une volonté de leur part de faire oublier, on y viendra peut-être après, la plus grande cure d'austérité qui se prépare pour nos finances publiques, qui vient notamment du vote des règles budgétaires, mais peut-être qu'on y reviendra après pour arriver au cœur du sujet, sur aujourd'hui la question de la taxation finalement des rentes, parce que les rachats d'actions, c'est une manière artificielle de gonfler la valeur d'une action qui ne correspond pas à l'activité économique réelle. Et je vois un paradoxe total avec ce qu'a fait le gouvernement ces dernières années. Dans tous les pays, il y a des rachats d'actions, c'est pas une spécificité franco-française. Mais c'est pas parce que les autres pays le font et qu'il y a une forme de spéculation complètement déconnectée de l'activité économique réelle des entreprises, dont le seul objectif, pour moi, l'objectif d'une entreprise doit d'abord être de faire fonctionner le business, pas d'alimenter une bulle, parce que c'est une bulle, les rachats d'actions, vous les rachetez dans le but de faire grossir la valeur. Puis par ailleurs, ça peut s'effondrer un jour. Et pour bien comprendre pourquoi c'est hypocrite de la part du gouvernement, vous vous souvenez peut-être la mise en place au tout début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron du prélèvement forfaitaire unique, le PFU, qui est 30%. qui est à 12%, à 30%, vous avez raison, et qui est bien plus bas que la dernière tranche d'impôt sur le revenu, du taux marginal d'impôt sur le revenu, qui est de 45%. Donc ils ont déjà massivement baissé la taxation des dividendes, qui avant, à mon sens, était très juste, était liée à votre niveau de taxation de l'impôt sur le revenu. Donc si vous étiez un petit porteur d'actions, vous aviez peu de chances d'être taxé à un haut niveau. Et si vous on peut choisir aussi, on peut aujourd'hui choisir quand on est un petit porteur et qu'on est à moins de taux marginal d'imposition, moins de 30%, on peut choisir le barème de l'impôt, non pas le... Vous voyez que le problème se pose à l'inverse. Il est asymétrique. Pour tous ceux qui, avant, payaient 45% de taux d'imposition sur ces rachats d'actions notamment, et qui aujourd'hui en payent beaucoup moins. Et ça a coûté, ça a eu un coût pour les finances publiques de plusieurs milliards d'euros quand même par an. Et donc il y a un paradoxe immense ça a augmenté les recettes aussi, gouvernement. parce qu'il y a plus de dividendes qui ont été versés, et ça a rapporté plus de recettes fiscales. Non, mais c'est là toute la perversité d'un système, c'est qu'on pousse les entreprises à verser toujours la courbe de l'affaire, c'est ça, la courbe de l'affaire. Toujours plus de dividendes aux actionnaires, ce qui fait que la France d'ailleurs est la championne d'Europe, c'est le pays d'Europe qui verse le plus de dividendes à ses actionnaires. Et j'ai rarement l'occasion de prendre comme référence Nicolas Sarkozy, comme vous pouvez le savoir, mais je me souviens d'une époque où Nicolas Sarkozy disait que les bénéfices des entreprises devaient être redistribués de cette manière-là, un tiers aux actionnaires, un tiers au réinvestissement et un tiers aux salariés. À l'heure actuelle, et si on disait un quart, et qu'on mettait un à quart l'heure pour actuelle, le climat, d'abord, quelle est la un quart pour le situation? climat. On est à plus de 2 tiers qui sont reversés aux actionnaires du CAC 40. On a très peu aux salariés et aussi très peu à l'investissement, ce qui est une façon aussi d'handicaper les entreprises sur le moyen et le long terme. Si les entreprises ne se renouvellent pas, ne réinvestissent pas et cherchent le profit à court terme, vous voyez que c'est un système économique qui sera complètement dysfonctionnel et dans lequel tout le monde sera perdant, les entreprises comme les salariés. Et c'est le rôle et la responsabilité du politique que de penser ce temps long pour construire une économie qui serve les besoins de nos sociétés plutôt que les besoins d'une toute petite minorité qui cherche à spéculer et à s'enrichir. On a Bruno Le Maire aussi qui a présenté cette semaine au Conseil des ministres son projet de loi visant à simplifier la vie administrative des entrepreneurs, notamment les patrons de TPE, de PME, les commerçants. Un plan anti-paperasse. Ça vous plaît ça ?
Je ne vais pas réussir à vous dire qu'il y a un truc qui vous plaît dans ce que fait le gouvernement. Non, mais soyons très précis. De quoi il est question? Il est notamment question d'une simplification du 3 points de PIB du bulletin de salaire, qui va être réduit à 15 lignes. Bon, on va pas se cacher. D'abord, ça pose quand même une question de transparence sur les bulletins de salaire. Mais surtout, je pense que ce sera utilisé plus tard par les entreprises pour basculer plus facilement, et avec des règles qui seront mises en place par le gouvernement, basculer plus facilement des cotisations sociales vers de l'impôt. Et je pense que c'est une façon assez injuste de maquiller la manière dont sont construits nos bulletins et nos fiches de paye, à l'heure où en réalité la priorité ne devrait pas être de supprimer des lignes dans le bulletin de paye, mais permettez-moi de vous dire que la priorité devrait être de rajouter des zéros à la fin du bulletin de paye, et je pense que c'est là aussi se tromper de combat. Mais si vous voulez parler de simplification pour les entreprises, moi j'ai des propositions en la matière. Mais dans celles qui ont été proposées déjà, dans l'accès facilité au marché public, suppression de la sanction pénale visant les chefs d'entreprise, disparition totale des formulaires administratifs CERFA, la CPME, les petits patrons, semblent être satisfaits. De nouveau, ça dépend lesquels dont on parle. Sur les marchés publics, si on peut faciliter l'accès aux entreprises, c'est tant mieux. Je pense que pour autant, il ne faut pas alléger notamment des critères sociaux et environnementaux qui sont, nous, ce que l'on porte pour avoir une économie qui est plus vertueuse, mais aussi pour privilégier l'économie locale. Si par exemple, dans l'ensemble des marchés publics qui sont passés dans notre pays, vous aviez un critère de localisation, je sais pas, prenez une cantine, approvisionnement en alimentation et en produits alimentaires avec une distance maximum de 50 km. Vous allez favoriser l'agriculture locale, l'économie locale, et ça me semble beaucoup plus favorable pour notre économie que d'importer par exemple du poulet d'Ukraine comme on le fait. Et juste pour finir sur la simplification, moi je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites et qui sont d'ailleurs assez simples à faire et pour lesquelles je me bats au niveau européen, mais malheureusement on fait face à une opposition de la droite, qui est le projet BiFIT, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un projet d'harmonisation en matière fiscale. Quand vous avez une entreprise, a fortiori une entreprise qui a une activité économique dans plusieurs États européens, elle fait face à des systèmes fiscaux qui sont complètement différents, qui sont assez compliqués. Donc nous, ce qu'on propose, c'est une déclaration commune à l'ensemble des États européens qui permet d'harmoniser au passage l'assiette fiscale, pas le taux, mais l'assiette fiscale, donc de favoriser à la fois la clarté, la lisibilité et faciliter le rôle et le travail des entreprises qui sont présentes dans un certain nombre d'États européens, même si vous êtes présente dans 2 ou 3 États européens. Et vous n'êtes pas suivi là-dessus ? Non, malheureusement, c'était un projet... Parce que ça paraît assez frappé sous le sceau du bon sens. Je vous l'accorde, et c'était un projet qui avait été notamment repris par la Commission européenne, qui a fait une proposition en ce sens, qui s'appelle donc BiFIT. Elle l'a faite de mémoire, je dirais, il y a à peu près 1 an et demi. Ouais. Mais aujourd'hui, ce projet est au point mort. À la fois au Parlement européen, il a été bloqué ces dernières semaines par la droite. Résultat, il ne sera pas discuté et débattu avant les élections européennes, mais aussi un certain nombre d'États membres, à commencer par les paradis fiscaux, s'y opposent, parce qu'il voilà une tentative, évidemment, d'harmoniser fiscalement. Et moi, je ne m'en cache pas. L'objectif, c'est aussi de couper l'herbe sous le pied aux paradis fiscaux qui créent de la concurrence déloyale. On parlait de concurrence déloyale à l'instant pour les PME. Si vous prenez un bar... Il y a encore des paradis fiscaux. Mais bien sûr qu'il y en a encore. Très loin. Ils sont très très loin. Vous rigolez, la moitié des profits qui sont délocalisés par les entreprises multinationales le sont au sein même de l'Union européenne. Le sont en Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas, à Malte. Et c'est juste à côté, on a une frontière commune avec le Luxembourg. Et puisqu'on parle de concurrence déloyale, permettez-moi de vous dire, quand vous avez un bar au coin de la rue, a priori, votre bar PMU, il n'a pas de filiale au Luxembourg. Non. Eh bien, Starbucks, oui. Si vous prenez votre librairie au coin de la rue, elle n'a pas de filiale dans les paradis fiscaux. Mais si vous prenez Amazon, oui. Voilà le cœur de la concurrence déloyale entre nos PME et nos grandes entreprises multinationales. Voilà la raison pour laquelle j'ai fait de mon combat contre l'évasion fiscale un des chevaux de bataille de notre combat au niveau européen. Je pense que tout le monde y sera gagnant, et en particulier les petites entreprises qui très souvent payent un taux d'imposition bien plus élevé que les grandes entreprises multinationales. Puisqu'on parle d'Europe, nous on brille. Elle est mortelle. Notre Europe est mortelle, a prévenu hier Emmanuel Macron dans son discours à la Sorbonne. Il dramatise pour mobiliser son électorat. C'est aussi simple que ça. Déjà, disons très clairement qu'il s'est servi de son discours de la Sorbonne pour entrer en campagne, ce qui pose quand même une question démocratique majeure. Son temps de parole, diffusé sur toutes les antennes, sera-t-il décompté du temps de parole de Valérie Hayé, qui est la tête de liste macroniste, sachant qu'il a présenté l'ensemble de son programme. On peut y revenir sur le fond, mais sur la forme, ça m'interroge quand même sur l'utilisation des moyens de l'État au service d'une campagne électorale, que l'on soit d'accord ou pas avec moi ou avec lui, pose quand même une question démocratique. Ensuite, sur le fond. Pourquoi l'Europe aujourd'hui est face à l'abîme ? La réalité, c'est que
c'est les politiques de ces dernières années qui mènent l'Union européenne au bord du précipice. Je vous donne des exemples. La multiplication d'accords de libre-échange qui sont signés à tour de bras par l'Union européenne, avec la Nouvelle-Zélande, avec le Chili, avec le Kenya dernièrement, Mercosur en cours de discussion, le CETA avec le Canada. Qu'est-ce que ça produit comme effet? Ça organise notre dépendance, ça organise la destruction de notre tissu industriel et de notre tissu agricole. Raison pour laquelle moi je me bats pour sortir de cette religion du libre-échange. Je n'ai pas d'autre mot, de cette religion du libre-échange qui, je pense, destructrice de notre réseau industriel et de notre réseau agricole. Voilà une des raisons pour lesquelles il faut sortir de cette logique. Et qu'a dit le président de la République hier à la Sorbonne? Il a dit que l'accord avec le Canada était un bon accord. Pardon, mais il a passé 7 ans à détruire nos services publics, notre industrie, notre agriculture, puis il a passé 2 heures à déplorer les effets. C'est une forme de paradoxe immense dans le discours. Nous réglementons trop, nous investissons en Europe trop peu, nous sommes trop ouverts et nous ne défendons pas assez nos intérêts. Vous pourriez dire pareil, ou non? Mais oui, mais la faute à qui? Je vous donne un exemple. En Europe, on veut développer, à raison, les énergies renouvelables. Au passage, la France est très en retard. Oui. Il ne respecte pas ses objectifs de développement des énergies renouvelables. Savez-vous quelle est la part de panneaux solaires, par exemple, qui est produite sur le sol européen? Européen, c'est 5%, 10%? Oui, 3%. Ouais, 3%. Et en France, sont en train de mourir nos 2 dernières entreprises de panneaux solaires. Dont l'une a été... Sistovi, qui est à côté de Nantes, et Photowatt, qui est à Bourgoin-Jallieu. 2 entreprises qui ont un savoir-faire industriel. Et qu'est-ce qu'on fait? On les laisse fermer. Et dans le même temps, on va importer des panneaux solaires qui viennent de Chine, qui ont été produits avec du charbon, absolument mauvais pour la planète, et qui ont été produits avec le travail forcé des Ouïghours, plus vous rajoutez le trajet pour les faire venir en Europe. Ça n'a aucun sens industriel, écologique, mais ils ont organisé... Vous savez que ça n'a aucun sens à horizon, là, 5 ans, 10 ans, mais quand il faudra recycler, et si la France devient experte en matière de recyclage, on aura sur notre sol tout ce qu'il faut pour recycler et pour ne plus être dépendant de l'étranger. Mais c'est à horizon 10 ans. Mais encore il faut commencer par le produire. Pourquoi on n'est plus capable de produire ce dont nous avons besoin? Le nombre d'entreprises aujourd'hui avec un savoir-faire propre en France qui sont en train de fermer, je pense à l'usine Duralex, d'ailleurs, une des usines Duralex qui est en train de fermer à cause du coût de l'énergie. Je pense à des entreprises dans le médicament qui sont en train de se faire racheter, notamment par des géants indiens. Nous sommes en train de brader notre souveraineté parce que nous avons été bercés de cette illusion qu'en ouvrant tout grand nos frontières et en signant des accords de libre-échange, alors on allait nous sommes trop ouverts, il le dit le président. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il signe à tour de bras des accords de libre-échange. Donc vous voyez, au bout d'un moment, ça suffit les tartuffes. Vous ne pouvez pas dire déplorer les effets de ce dont vous êtes à l'origine, c'est-à-dire accords de libre-échange, absence de soutien à nos industries qui sont les industries stratégiques de notre économie. Et donc Emmanuel Macron aujourd'hui a une responsabilité dans la situation économique dans laquelle nous sommes. Il gouverne depuis 7 ans. Il faut plus de protectionnisme, il faut l'assumer en Europe. Ce que font d'ailleurs les Américains très bien. Et exactement, vous avez raison. Ils ont fait l'Inflation Reduction Act où ils ont investi massivement. Il faudrait faire pareil en Europe. Oui. Alors, il y a une réponse de la Commission que je n'ai pas bien compris honnêtement, sur la réponse européenne à l'Inflation Reduction. Elle est très mineure, elle concerne surtout la défense et, elle est beaucoup plus complexe et les matériaux critiques. Moi, je vous dis la manière dont je vois les choses. Je pense qu'il faut un grand plan d'investissement à l'échelon européen pour soutenir nos industries stratégiques. Non, c'est parti. Pardon, on pose la question. Vous avez tout à fait raison de le demander. Il y a 2 manières de le financer. Il y a un levier qui est monétaire avec un emprunt en commun auprès de la Banque centrale européenne ou de la création monétaire. Et il y a un deuxième... BCE n'achète plus aujourd'hui. Hein. Et il y a non, la BCE détient une partie des dettes. En stock, je parle en termes de flux, elle n'achète plus rien. Mais c'est à nous de le décider. Nous devrions avoir un levier. Mais moi, c'est une des choses que je conteste. Aux États-Unis, puisque vous parliez des États-Unis, la politique monétaire est un des leviers de la politique. Pourquoi nous devrions nous priver du levier de politique monétaire et être l'idiot utile du village global, sachant que toutes les autres zones économiques dans le monde se servent du levier monétaire. Et puis ensuite, on a le levier budgétaire, classique en économie, et de ce point de vue-là, on peut aussi avoir des leviers. La France n'a plus beaucoup de leviers budgétaires, avec plus de 5% de déficit public.
Non, mais là aussi, parce qu'elle s'est privée des recettes depuis un certain nombre d'années. Je veux dire, Bruno Le Maire nous a privés de plus de 50 milliards d'euros de recettes par an et il vient nous dire, au bout de 7 ans, il y a un problème avec 20 milliards. Pardon, mais à qui la faute? Il n'y a aucun moment, il se pose la question des recettes. Donc, pour utiliser le levier budgétaire, par exemple, on peut mettre à contribution les super profits des très grandes entreprises que j'évoquais à l'instant. À l'échelon européen, c'est près de 150 milliards d'euros qui pourraient être récupérés. On pourrait aussi mettre à profit les super fortunes, ce qui, à l'échelon européen, permettrait de récupérer près de 220 milliards d'euros. Européen. Exactement, un ISF européen. Vous savez, même des milliardaires appellent à un ISF européen. Ils disent très clairement, nous ne sommes pas suffisamment taxés. Écoutez, il n'y a pas de majorité en Europe pour un ISF européen. Eh bien, faisons-le avec ceux qui le veulent. Faisons-le. Il y a un cadre qui s'appelle la coopération renforcée, qui est prévu dans le droit européen. Faisons-le avec ceux qui le veulent. Comme a été initiée la taxe sur les transactions financières. Je ne sais pas, l'Espagne par exemple, le Portugal, à nous d'aller toquer aux différentes portes et à nous d'entraîner une dynamique. Mais je veux dire, on ne doit pas se priver de le faire parce que les autres ne le font pas. Parce que sinon on va nous dire, attendez, mais si on n'a pas l'Union, il faut toute l'Union européenne, puis l'étape d'après il faut aussi les États-Unis, puis l'étape d'après il faut quoi? La planète Mars et la Lune. Non, il faut pouvoir avancer. Sinon on va organiser nous-mêmes notre désindustrialisation, comme on l'a fait depuis un certain nombre d'années, et on va nous-mêmes créer notre propre vulnérabilité, et ça, je le refuse. Sur la question des voitures électriques, puisqu'on parle de protectionnisme, une déferlante se prépare de voitures chinoises qui menacent de débarquer en Europe et de mettre en difficulté nos constructeurs, notamment les constructeurs français. On pense à Renault, on pense à Stellantis, mais pas seulement. Concrètement, on fait quoi? Parce que les Américains, eux, il y a le sujet de taxes à l'importation. Est-ce qu'il faut oser aussi, en France, nous, se poser, et en Europe surtout, se poser cette question? Pour répondre à votre question sur le fond des voitures électriques, d'abord, ça vient d'où? C'est la fin des moteurs thermiques votés au niveau européen pour 2035. Oui. Vous ne contestez pas ça? Non, je l'ai voté, mais ça pose deux questions. La question de la production industrielle que vous posez, je me permets d'en ajouter une deuxième, c'est l'accessibilité financière. Tout le monde le sait, aujourd'hui, une voiture à moteur électrique coûte beaucoup plus cher et on n'est pas tous égaux. Ceux qui ont les moyens vont le faire, ceux qui n'ont pas les moyens. Bien sûr, mais sur la concurrence chinoise. Et donc, sur la concurrence chinoise, là aussi se pose la question, nous, de créer même Tesla est en difficulté, nos géants industriels à nous, avec une vision stratégique qui est pilotée à l'échelon européen, aux côtés de nos industriels, pour faire en sorte que, oui, on soit en capacité de concurrencer. Mais on les surtaxe ou pas, ces importations chinoises? C'est une des pistes qu'il faut explorer. Moi, je suis d'accord de manière générale, je ne parle pas uniquement des voitures, pour taxer à l'entrée de l'Union européenne en fonction, de la distance parcourue par les produits et les marchandises, pour favoriser la production locale, et 2, en fonction de l'impact social et environnemental du coût de production de ces entreprises. Et je pense que c'est le meilleur moyen de mettre en application le protectionnisme que nous évoquions à l'époque, à l'instant. Et j'observe qu'il y a quelques années de cela, c'était un gros mot, et que maintenant c'est entré dans le langage, y compris même par ceux qui nous gouvernent, ce qui est la démonstration que, il fut un temps, on nous disait qu'on était des extrémistes, nous, à prôner davantage de protectionnisme, et qu'on était bien seuls, et maintenant c'est devenu mainstream. Et bien maintenant que c'est devenu mainstream, passons à l'étape d'après, qui est la mise en œuvre avec des mesures qui permettent de taxer à l'entrée et de favoriser nos industries localement. Manon Aubry, on est à 6 semaines des élections européennes. Les derniers sondages, alors il y en a beaucoup, j'en ai pris un ou deux comme ça en passant, mais vous donnent entre 7 en gros et 8%, plutôt autour de 7. Pas très loin, touche serviette avec... Autour de 8, 7, mais 8, vous avez... Oui, 7, 8. On est encore loin de toute façon. Oui, touche serviette avec les Républicains, les écologistes, derrière le trio de tête, RN, Renaissance et PS Place Publique. Est-ce que c'est un score qui vous satisfait? La réponse évidemment est non. Et comment on fait pour creuser... Non, mais j'imagine que ça ne vous satisfait pas comme score. Et comment on fait pour creuser l'écart avec les Républicains, avec les Verts, pour essayer d'aller au-delà du seuil de 10% on le fait avec deux objectifs. Le premier, c'est l'objectif de la mobilisation plus large et la mobilisation populaire. Vous le savez, les élections européennes sont traditionnellement une élection qui mobilise moins que les élections présidentielles, ce qui devrait interpeller chaque démocrate, puisque je pense qu'on a intérêt collectivement, évidemment, à ce qu'une élection ne se fasse pas sans le peuple. Et moi, c'est le premier message que je veux avoir. D'ailleurs, que vous soyez d'accord ou pas avec moi, allez voter, ne vous laissez pas priver de votre vote, puisque dans les urnes, c'est le seul moment où vous, moi, tous ceux qui nous regardent, vont avoir exactement le même pouvoir. Et c'est un enjeu majeur que chaque
chacun puisse se saisir de ce pouvoir, puisque manifestement, certains préfèrent que le peuple ne se mobilise pas. Je suis assez interpellée, par exemple, du fait que le gouvernement ne propose pas une grande campagne, ne fasse pas une grande campagne d'inscription sur les listes électorales, sachant qu'on a 12 millions de Françaises et de Français qui ne sont pas inscrits ou mal inscrits sur les listes électorales, c'est 20% du corps électoral. Ça, c'est le premier enjeu, c'est celui de la mobilisation dans lequel on travaille. 7-8%. Et ensuite, au-delà de la mobilisation, évidemment, il va falloir convaincre. Comment on convainc de mon point de vue ? On convainc en disant plusieurs choses. D'abord, c'est que notre liste est la seule alternative claire qui est posée au duo entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui tendent à vouloir dominer le pays. L'extrême droite qui est... PS et Place Publique, ils sont à 13%. J'y arrive. La nuance et la différence que nous avons avec eux, c'est que nous portons le programme de la NUPES. Ce programme de la NUPES, dans lequel s'inscrivait le Parti Socialiste il y a 2 ans de cela, qui nous a permis de faire élire 151 députés à l'Assemblée nationale, c'était pas rien. Alors, soit... ils n'y ont pas cru il y a 2 ans, soit ils ont menti, soit je ne sais quoi d'autre. Mais en tout cas, moi, je continue à défendre corps et âme ce programme, puisque j'estime que c'était le programme qui, demain, doit nous amener au gouvernement, et j'espère le plus collectivement possible, et je continue de le dire aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, sur le fond aussi, de quoi on va parler dans cette campagne. Moi, j'ai envie de parler dans cette campagne du coût de l'énergie qu'on évoquait à l'instant, qui grève le portefeuille des ménages et des petites entreprises. J'ai envie de parler de l'impact de l'austérité budgétaire qui est décidée au niveau français et au niveau européen, qui va avoir un impact sur notre protection sociale. On en a peu parlé. L'austérité en Europe, il y en a moins parce que des pays ont déjà des déficits beaucoup. Vous savez quel est le déficit public moyen en Europe, en dehors de la France ? Il est autour de 5%. 3%. Il est à moins de 3%. Non, il est plus élevé que ça. Sur 2024, si vous regardez, vous retirez la France, le déficit public de l'Europe ou de la zone euro hors France, vous êtes autour de 3%. Mais c'est très variable d'un État à l'autre. Mais vous savez, la moyenne. Le déficit, on pourra avoir une mauvaise élève, c'est la France. Mais on pourra avoir une longue discussion sur le déficit. Là aussi, permettez-moi de vous le dire, qu'on compare des poires et des patates, parce qu'on compare un niveau d'endettement sur une année avec des titres de dette qui durent en moyenne 7 ans. Donc déjà, il faudrait calculer le déficit. On parlait de déficit. Oui, moi aussi, je parle du déficit. Le déficit, c'est comparé sur une année. En réalité, si vous voulez comparer des choses comparables, il faudrait faire ce chiffre sur 7 ans, puisqu'un titre de dette dure en moyenne 7 ans. Bref, on va arriver dans un débat assez technique, et vous aurez remarqué que l'économie française ne s'est pas écroulée parce qu'on avait un niveau de dette à 5% et que d'autres États... Déficit à 5%. Un niveau de déficit, pardon, à 5%, et d'autres États ont des niveaux de déficit ou de dette bien plus élevés sans qu'ils s'écroulent. Les Italiens sont à 7%. Oui, et puis vous prenez ailleurs dans le monde, le Japon par exemple, qui a des niveaux... C'est un petit peu différent du Japon. En tout cas, voilà. Beaucoup plus élevés. Mais il faut bien comprendre aussi l'effet un peu contracyclique qui va être créé par cette politique-là. Parce que si vous diminuez les investissements publics, vous allez aussi derrière taper dans le portefeuille très singulièrement des plus pauvres qui vont moins consommer. Et après, c'est un cercle vicieux. On se souvient tous de ce qui s'est passé pour la Grèce. La Grèce, on lui a dit, la Troïka, donc FMI, BCE, etc., leur ont dit maintenant il faut couper dans les dépenses publiques. Parce que les comptes avaient été maquillés. Ils ont drastiquement coupé dans les dépenses publiques, et le résultat, c'est que le niveau d'endettement a augmenté. Pourquoi il a augmenté ? Parce qu'en réalité, ils ont créé cet effet contracyclique où ils ont sabré dans l'économie, et donc après, elle ne fonctionnait plus. C'est la raison pour laquelle je pense que c'est une mauvaise stratégie, et c'est une des choses dont on doit débattre dans cette campagne. On doit débattre évidemment des dépenses que l'on fait. Je pense qu'il y a par ailleurs des dépenses qui ne sont pas toujours les plus utiles quand vous faites des aides à des entreprises sans aucune contrepartie. Je pense au crédit d'impôt recherche, dont depuis des années... 7 milliards d'euros. Exactement, par an. Et sans pour autant qu'on en voit l'impact concret. Je pense à des entreprises comme Sanofi qui parfois les ont utilisées, on ne sait même pas pour quelle recherche. Donc il faut pouvoir demander des contreparties. Je ne dis pas absolument pas qu'il faut mettre fin aux aides aux entreprises, mais il faut les conditionner. C'est ce que propose aussi... c'est la direction générale qui doit être prise. Oui, mais de nouveau, le PS Place Publique ne nous dit pas comment il va falloir déroger aux règles très strictes sur les aides d'État en Europe. Je vous donne un exemple très concret. Au nom du droit de la concurrence européen, il va falloir privatiser et vendre une partie de Fret SNCF. Fret SNCF, qui est le monopole public pour le transport de marchandises sur des trains. Sachant que la France est très en retard à l'échelon européen, on a seulement moins de 10% de marchandises qui sont transportées sur des trains contre 20% en moyenne en Europe. Et que fait la France et l'Union européenne ? Eureka, idée formidable, on va vendre une partie de notre Fret SNCF avec des lignes qui ne seront pas considérées comme pas rentables, qui vont être fermées, et donc demain, on en aura encore moins. Et donc, quelle est la stratégie ? Nous, on assume de dire que parfois, il faut faire un rapport de force avec les règles européennes,
pas pour le principe, mais pour l'objectif qui est là, écologique. Et le Parti socialiste Place Publique ne nous dit rien de cela parce qu'il tourne dos à cette stratégie qui pourtant avait été définie en commun dans le cadre du programme de la NUPES. On finit là-dessus. Vous serez satisfaite si vous faites quel score le 9 juin? Le plus haut possible, évidemment. Votre fort intérieur, vous visez un chiffre que vous ne partagez pas avec moi. Mais non, parce que vous savez, quand on fait campagne, on se bat du matin au soir pour convaincre, on se bat du matin au soir pour aller dire aux gens d'aller voter. Et à la fin, c'est ce qui compte le plus. Et le résultat des urnes, nous le dirons le 10 juin. En 2019, vous avez fait combien en 2019? 6%. Donc là, on est plus haut qu'en 2019 dans les sondages. Ouais. Ce qu'on sait aussi de 2019, c'est que le vote se cristallise beaucoup dans les derniers jours. La moitié des gens, la dernière fois, se sont décidés dans les 2-3 derniers jours. Parce que, évidemment, des gens vont s'intéresser... Tout ce qu'on fait là ne sert à rien, alors? Non, ça ne sert pas à rien. Et j'ai la faiblesse de penser que les combats que j'ai menés, moi, au niveau européen, ne servent pas à rien. J'ai remporté une immense victoire, notamment cette semaine, sur le devoir de vigilance des multinationales, qui est un texte que j'ai porté depuis 5 ans, qui est une des raisons pour lesquelles je voulais être élue au Parlement européen, qui est un texte qui va rendre responsables les entreprises multinationales dans leur chaîne de production, du plus petit sous-traitant jusqu'à la maison mère. Les entreprises devront s'assurer qu'elles ne violent pas les droits humains ou produisent de dommages à l'environnement dans leur chaîne de production. Exactement. Ni leurs fournisseurs, qui est une manière aussi d'uniformiser les règles au niveau européen, puisqu'il y avait une loi qui existait en France, mais il n'y en avait pas forcément dans les autres États européens. Pour moi, c'est une immense victoire et c'est la démonstration de ce à quoi peuvent servir des députés insoumis au Parlement européen. Allez, merci pour cet entretien. Manon Aubry, tête de liste de la France insoumise aux élections européennes, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci à vous.